C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, voici les grands titres. Bataille à la tête de la Chambre basse du Parlement. Au sein des lignes sacrées, la plateforme politique du président de la République, les députés se bousculent. Le secrétariat de cette plateforme a enregistré 12 candidats souhaitant remplacer Vital Kamerhe. Selon André Mbata, ces dossiers ont été transmis à la haute autorité politique des lignes sacrées pour analyse et décision finale. Sans démissionner de son poste de deuxième vice-président, Christophe Mbosso est également candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Qui viole les cessez-le-feu et tue à Goma et dans d'autres localités de l'Est de la RDC. En tout cas, le gouvernement congolais a dissipé tout malentendu concernant la violation du cessez-le-feu dont la coalition AFCM 23 accuse Kinshasa. Vous suivrez Patrick Mouyaya dans cette édition du journal. À Kinshasa, la police annonce l'arrestation des présumés braqueurs ayant opéré dans les communes de Massina et de Lansele. Israël Kantou, commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale ville de Kinshasa, appelle la population à collaborer avec les agents de sécurité pour lutter contre la criminalité qui prend de l'ampleur dans la capitale chaque jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs à nous suivre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur vos solo télévisions. Aimé Boji Sangara, actuellement député national, a déposé officiellement son dossier à des candidatures au poste de président de l'Assemblée nationale au siège de la plateforme des lignes sacrées de la nation, plateforme présidentielle. Néanmoins, Aimé Boji a affirmé son attachement à la discipline des lignes sacrées. Suivez en commentaire. Après sa démission au sein du gouvernement Soumino II et sa réintégration à l'Assemblée nationale, l'ancien ministre de l'Industrie, Aimé Boji Sangara, n'a pas attendu les mots d'ordre de qui que ce soit. Il a déposé, jeudi dernier, son dossier au bureau des lignes sacrées pour validation afin de briguer la présidence de l'Assemblée nationale. Boji affirme avoir un profil meilleur pour présider la destinée de la Chambre basse du Parlement. Étant moi-même parlementaire, j'ai siégé dans cette maison pendant plus de 13 ans. J'apporte aussi une expérience de l'exécutif. J'étais membre du gouvernement. Et donc ces deux expériences me mettent dans de très bonnes dispositions pour bien diriger cette maison. L'ancien ministre de l'Industrie a réaffirmé son attachement à la discipline du regroupement et a déclaré se remettre à l'orientation du président de la République. Mais soyez rassurés que je vais m'inscrire dans la droite ligne des orientations de l'autorité suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par ailleurs, le secrétariat permanent des lignes sacrées de la nation a, dans un communiqué publié ce jeudi, invité les députés nationaux membres et candidats à l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale à déposer leur dossier complet ce vendredi 24 octobre 2025 au quartier général de la plateforme à Kinshasa. Selon André Mbata, secrétaire permanent et signataire du document, tous les dossiers déposés seront transmis à Félix Tshisekedi, haute autorité politique des lignes sacrées, pour décision. Et Christophe Mbosso a officiellement déposé sa candidature à la présidence de l'Assemblée nationale, lançant ainsi la course pour le perchoir et illustrant les dynamismes démocratiques au sein des lignes sacrées. Images et commentaires. 24 heures après avoir annoncé sa candidature à la présidence de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso s'est présenté ce vendredi au siège des lignes sacrées de la nation pour procéder au dépôt officiel de sa candidature. Accompagné des députés nationaux représentant les 26 provinces du pays, l'actuel deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a ainsi transformé ses paroles en actes. Déterminé et animé par la conviction d'un homme d'État au service de la nation, Christophe Mbosso affirme vouloir mettre son expérience et son expertise au service de l'institution parlementaire avec pour objectif de contribuer au développement et à la prospérité de la RDC. Ce sont eux les grands électeurs qui votent le président de l'Assemblée nationale. Donc, dès que j'ai la confiance des honorables députés, ça sera possible que je sois élu. Mais je présenterai un programme devant les honorables députés.
il n'est pas encore le moment. Le moment venu, je présenterai un programme. En attendant la tenue de l'élection destinée à désigner les successeurs de Vital Kamerhe, la liste des candidats à ces postes ne cesse de s'allonger. Selon plusieurs membres de l'Union sacrée, cet engouement illustre le renforcement de la culture démocratique au sein de la famille politique du président de la République, considérée comme la seule autorité de référence de cette méga plateforme. La course à la présidence de l'Assemblée nationale s'accélère au sein de la majorité. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, André Mbata, a annoncé ce vendredi 24 octobre 2025 avoir reçu 12 dossiers de candidatures pour les postes de président de la Chambre basse du Parlement. Dans un communiqué publié ce jour, le secrétaire permanent de cette plateforme a indiqué que ces dossiers enregistrés ont été transmis à la haute autorité politique de l'Union sacrée pour analyse et décision finale. Parmi les candidats, on peut noter Aimé Boji Sangara, Doudou Dounia, Jean-Marie Kalumba, Jean Baudouin Maillot, Christophe Mbosso et d'autres. Autre chose dans ce journal, l'AFC M23 accuse Kinshasa de violer les cessez-le-feu dans les zones qu'elle occupe. Une information mal accueillie par le gouvernement qui rejette en bloc les accusations des violations des cessez-le-feu et des bombardements de zones peuplées dans l'est de la République démocratique du Congo, portées contre lui par la rébellion AFC M23. Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, a qualifié les allégations du mouvement rebelle d'élucubration et de manœuvres visant à désorienter l'opinion politique. Suivez Patrick Muyaya dans ce propos recueilli par la rédaction. Je crois qu'il y a un besoin pour nous tous de lire et de relire les documents que nous avons eu l'occasion de présenter ici. Nous avons présenté à la fois l'accord de Washington, nous avons aussi présenté le texte de l'accord de principe de Doha du 19 juillet. Et je pense que vous avez suivi les progrès qui ont été faits spécifiquement à Doha, où on a parlé récemment de l'accord qui a été trouvé sur les mécanismes de cessez-le-feu et les mécanismes qui permettent, avec le CICR, le change qui règle la question de prisonniers conformément aux lois congolaises. Et dans la médiation, il est justement prévu de mécanismes où on rapporte si des incidents ont lieu. Je pense qu'en tant que porte-parole du gouvernement, on ne peut pas répondre à ces genres d'élucubrations qui n'ont, de notre point de vue, l'objectif que de désorienter l'opinion. Il y a une médiation, il y a des règles qui sont fixées par la médiation, tout le monde est censé s'y tenir. De toute façon, nous savons qui viole les cessez-le-feu, nous savons qui tue à Goma, qui tue à Bukavu, nous savons qui a massacré à Rutshuru, nous savons qui brime les médias, nous avons toute une liste de ceux qui sont responsables de toute cette situation. Donc, il vaut mieux de nous focaliser sur l'essentiel. Et sur l'essentiel, je crois que vous avez peut-être suivi, hier, il y a eu la 3e réunion du mécanisme conjoint de sécurité qui devait faire le point, notamment sur les premières actions de l'ordre opérationnel qui avait été convenu aux réunions qui se sont tenues du 17 au 18 septembre dernier à Washington. Je parle ici du mécanisme conjoint « Référez-vous à l'accord » et dont les résultats ont été approuvés par les comités conjoints de surveillance où nous siégeons évidemment avec les Américains et les Qataris. Donc si vous regardez de ces points de vue, il y a des avancées. Sur Doha, nous attendons la conclusion parce qu'on a eu l'étape des prisonniers, je l'ai rappelé ici, on a eu l'étape du cessez-le-feu et maintenant nous travaillons à l'essentiel. Je crois que dans les jours qui viennent, vous aurez des informations plus précises. Pour le reste, il ne faut pas vous fier aux élucubrations que vous entendez et que vous entendrez. Le général Israël Kantou, commissaire provincial de la PNC Kinshasa, a annoncé avoir mis la main sur les présumés auteurs des braquages commis récemment dans les districts de la Tchangou, notamment au quartier Bibois et dans les magasins Sosimex. Suivez les commissaires provinciaux Israël Kantou dans ses propos. Dans le cadre des enquêtes qui nous sont en train de mener, d'aucuns n'ignore les événements malheureux qui sont passés ces 3 derniers jours
au travers la ville province de Kinshasa. Il y a eu braquage d'abord au niveau de Bitabe, où un sujet libanais a été tué par les braqueurs. Et pas plus qu'hier, il s'est commis encore un braquage à la hauteur de Bibois. Alors la police étant sur les trousses des civiques, nous avons appréhendé ceux qui sont devant nous en attendant l'aboutissement des enquêtes. Nous rassurons la population quinoise, en particulier et en général la population de la République démocratique du Congo, que la hiérarchie s'y penche. La hiérarchie a donné le mot d'ordre qu'on puisse rechercher, arrêter et mettre hors d'état de nuire toute personne qui serait citée de long de près dans ces braquages qui a endeuillé et donné la désolation dans la population de Kinshasa. Voilà pour raison pour laquelle nous sommes venus pour rassurer la population et leur demander d'être confiants à la police, au service de sécurité et de défense, parce que nous sommes en train de travailler pour leur intérêt et à cela, demandons à ceux qui puissent collaborer, toute personne qui aura des informations liées par rapport à ces dames de choses, qui n'hésitent pas de venir nous donner et pour ça va donner des résultats que nous escomptons nous tous. Je vais rassurer la population que parmi des inciviques, quelques-uns sont déjà entre nos mains et ceux qui sont en cavale, nous continuons à les poursuivre et nous demandons à la population de collaborer, de travailler en synergie avec les services de sécurité. Si par hasard ils peuvent avoir connaissance de leur cachette ou de leur lieu de fuite, qu'ils n'hésitent pas de venir nous informer pour qu'on puisse mettre la main dessus et les mettre hors de nuire. Rendons-nous dans la partie orientale du pays où dans la province de l'Ituri, les opérations militaires engagées contre les groupes armés, notamment la CRP de Thomas Lubanga, dont les territoires des Djougou suscitent des réactions positives. Des voix s'élèvent pour saluer les efforts des forces armées de la RDC sur le terrain. Images et commentaires avec Ruth Mango. Sur terrain, les échos des opérations menées par les FARDC contre les groupes armés trouvent un écho favorable dans la population. À Bunia comme à Djougou, les habitants reconnaissent les avancées sécuritaires et saluent l'engagement des forces loyalistes. L'activisme des groupes armés a vraiment baissé. Les routes se sont ouvertes, notamment Mongwalu et Mahagi. J'exhorte les gouverneurs de continuer à s'être lancés. Bon, il y a une accalmie en Djougou, que ce soit à Mambasa, il y a vraiment une accalmie. C'est que nous pouvons encourager nos vaillants soldats, c'est se battre corps et âme afin que la paix soit quelque chose de palpable au sein de notre province qui est l'Ituri. Ouais. Parmi ces voix, celle du pasteur James Biensi. Dans un message fort, il adresse ses encouragements aux soldats au front et appelle la population à coopérer avec l'armée pour consolider la paix. Tout d'abord, nous saluons les efforts que mènent nos militaires. En fait, c'est le choix qu'ils ont fait de défendre la nation, de vivre pour nous faire vivre et de mourir pour nous laisser vivre. Ces hommes, ce sont des héros. Nous saluons leurs efforts et nous les encourageons. Je crois qu'il serait temps, et pour ceux qui ont pris les armes, mais aussi ceux qui sont en train d'appuyer d'une manière ou d'une autre, que nous puissions arrêter ceci. Le gouvernement de l'état des sièges, sous la houlette du lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, reste engagé à restaurer l'autorité de l'État. Ces efforts s'inscrivent dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à faire de l'Ituri une province réconciliée, pacifiée et tournée vers le développement. Sur terrain, la vigilance reste de mise, mais l'élan de stabilisation gagne chaque jour un peu plus le chef de la population.
D'une province à une autre, 25 présumés auteurs criminels sont tombés dans les filets de la police nationale congolaise Mai-Ndombe lors d'un bouclage lancé la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 octobre 2025 dans la ville d'Inongo. C'est les résultats de l'opération Ndobo lancée il y a quelques jours par les patrons de la territoriale Jacquemin Chabanibuko dans cette province. Reportage. C'est le résultat de l'opération Ndobo lancée il y a peu dans la ville d'Inongo, chef-lieu de la province de Mai-Ndombe, par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Dans la nuit du jeudi à ce vendredi 24 octobre, quelques sujets criminels ont été présentés à l'autorité par le commissaire principal Badira Mwenze. Ces hors-la-loi ont été capturés au port Kolozomba de la ville d'Inongo. Parmi eux, certains repris de la loi. Explication, Kennedy Sompa Ndombasi, commandant département de la lutte contre la criminalité. Nous avons des repris de la justice qui ne se sont pas encore amendés. On les avait arrêtés, mais ils ont repris. Ce dernier, c'est un fumeur du chanvre. Ces deux autres garçons étaient allés menacer les partisans de la POSEM. Cette action a été saluée par l'autorité provinciale Lebon Nkonsokevani. Nous voulons que la ville d'Inongo soit sécurisée et que la paix règne, parce que vous connaissez ce qui nous était arrivé. L'affaire Motambe, nous ne voulons plus ça à Inongo. Tout celui qui osera cette fois-ci, la police et l'armée sont là pour les arrêter. Par ailleurs, l'autorité provinciale a demandé à la population de collaborer avec la police afin d'éradiquer totalement l'insécurité dans la province de Mai-Ndombe. Revenons dans la capitale, Kinshasa. C'est un bâtiment récemment construit d'un niveau qui comprend 6 bureaux, des installations sanitaires ainsi qu'une cellule de garde communément appelée Amigo. C'est là le résultat des efforts du bourgmestre de la commune de Bandalunga à Ndofula. Ce commissariat urbain de la FUNA est destiné à renforcer la sécurité de la population de cette région et les travaux de cet édifice ont été réalisés en une année. Images et commentaires. À Bandalungwa, où le banditisme urbain demeure un défi quotidien, un nouveau bâtiment attire désormais les regards. Un commissariat moderne connecté à Internet destiné à renforcer la sécurité de la population. Installé au rond-point Bungu dans le quartier Bisengo, cette infrastructure symbolise une rupture avec des décennies de précarité policière. Bandalungwa a été retenu comme commune pilote pour ce modèle de commissariat de nouvelle génération. Un choix assumé par Afondo Fula, bourgmestre, fier de voir ce projet se concrétiser malgré les doutes et rumeurs qui l'ont précédé. Ni terre vendue, ni intérêt privé. C'est l'État qui s'installe et la population l'accueille avec satisfaction. Ça, c'est un projet que j'ai commencé. Tout le monde m'avait tiré à balles réelles que j'ai vendu une partie du commissariat Bungu pour construire un immeuble de 4 étages. Mais la vérité étant têtue, c'était un projet pour construire un bureau moderne de la police. Que je vois le jour de ce bureau, c'est vraiment une fierté pour moi. Derrière cette réalisation, un nom revient. Bopol Katumbai Kampo, entrepreneur fort de plus de 27 ans d'expérience dans la construction en République démocratique du Congo, mais aussi et surtout à l'étranger. En exécutant ce chantier en un temps record, il a dit avoir voulu offrir à sa commune natale un commissariat digne, solide et représentatif de l'autorité publique. Pour lui, garantir un environnement de travail viable aux policiers est essentiel au retour de la confiance. Ça, c'est un projet pilote qui peut concerner toute la République, qui nous fasse confiance. La preuve est là. Il y a des maquettes qui circulent partout. Mais quand on donne comme ça se voit, ça se dit non, il n'y a pas à discuter là-dessus. La police, c'est l'expression par l'excellence d'un État. On sait reconnaître l'État par sa police. Quand vous entrez ici, vous devez comprendre, vous êtes devant l'État. Et on ne badine pas avec l'État. L'État, vous pouvez être milliardaire, qui qu'est-ce que vous êtes, mais l'État est au-dessus de tout. Après Dieu, il y a l'État.
Le bâtiment à un niveau comprend 6 bureaux, des installations sanitaires ainsi qu'une cellule de garde communément appelée Amigo. Il intègre également une connexion Internet devenue indispensable pour les réquisitoires, la surveillance urbaine et la transmission des données. Il a déjà poursuivi ce jeudi 23 octobre 2025 son opération de scellage dans les communes de la Gobé et de Kasavubu. Les inspecteurs fiscaux ont fermé les portes des activités des contribuables non en règle en matière de fiscalité en République démocratique du Congo. Cette opération de scellage demeure un moyen efficace pour la mobilisation de recettes pour la ville-province de Kinshasa. Bosco Kabamba et Jérôme Luzolo étaient présents. Le restaurant Phoenicia, situé sur l'avenue 24 en face de la Haute École de Commerce, a été le premier contribuable à être scellé pour non-paiement des taxes dues à la ville de Kinshasa. La mission s'est poursuivie dans la commune de la Gombe où Titan Protection a vu ses installations être scellées par les huissiers fiscaux. Pour la même cause, Job Security SRL, situé sur l'avenue Commerce dans la commune de la Gombe, Abro Motors, Eriwi Ontors et l'hôtel Solem, tous trois situés dans la commune de Kasavubu, ont également vu leurs installations être scellées. Rappelons que l'objectif de cette opération, lancée par le chargé de mission de la DGRK, Gérard Kajakamboa, vise à maximiser les recettes afin de donner à l'exécutif provincial le moyen de sa politique. Cette stratégie, parmi tant d'autres, a été élaborée depuis que ce dernier a été placé à la tête de la régie financière provinciale. Dans un autre chapitre, la Société nationale d'électricité, en collaboration avec la faculté de pétrole, gaz et énergie de l'université de Kinshasa, a clôturé le jeudi 23 octobre 2025 le premier forum des énergies renouvelables et innovation technologique au FERIT en sigle, organisé pendant 2 jours en marge de la Journée mondiale de l'énergie, célébrée le 22 octobre de chaque année. Ces forums a porté sur la manière de promouvoir l'innovation, l'investissement et l'entrepreneuriat dans les secteurs des énergies propres en RDC. Esther Yamoumé et Mohamed Fazili pour le reportage. Cette rencontre a constitué un cadre d'échange autour de défis et opportunités liés à la transition énergétique en RDC, ainsi que de solutions innovantes et durables. Pendant 2 jours, soit du 22 au 23 octobre de l'année en cours, la faculté des pétroles, gaz et énergies renouvelables de l'université de Kinshasa a réuni les corps scientifiques, les étudiants et d'autres personnalités publiques lors du premier forum des énergies renouvelables et innovation technologique FERIC 2025. En collaboration avec la Société nationale de l'électricité SNEL SA, l'économie verte, les investissements et la régulation de marchés verts, ainsi que le rôle de la recherche et de la société civile dans le financement et la gouvernance énergétique sont les 2 thématiques qui ont été abordées à la clôture de ces forums. Certains sous-thèmes ont été discutés par 2 panélistes venus de la RMC, de l'ANAPI et de la FEC. La RDC face aux enjeux de la transition énergétique, exploiter son gaspillage, le minerai stratégique et les sous-thèmes développés particulièrement par le professeur Donat Kapata, DGA de l'IGEM et doyen de la faculté. Son intervention a suscité un vif intérêt au sein de l'assistance. Chibwaba Moulumba Jean-Marie, directeur au département de communication et marketing de la SNEL, est revenu sur l'apport de cette société publique à cette initiative. Nous avons tenu à marquer notre présence parce que nous voulions bien conscientiser la jeunesse, de considérer la SNEL qui est ce patrimoine comme l'air bien propre. Il n'y a pas de développement durable sans électricité. Et comme on parle d'innovation, la SNEL ne pouvait pas rester en dehors. Nous avons parrainé, sponsorisé ces assises afin que ceux qui vont réfléchir, donner des solutions, des propositions, que nous puissions en faire les nôtres et pour arriver à améliorer les services qui sont rendus à la clientèle et prendre aussi toutes ces solutions pour les matérialiser afin de satisfaire davantage la population. Le professeur Kabamba Baloudikai a pour sa part remercié tous les partenaires techniques et financiers pour la réussite de cette activité. Nous tenons réellement à remercier tous les invités
toutes les autorités qui nous ont soutenus pour la réussite de cet événement et aussi surtout les directeurs généraux de la Société nationale d'électricité qui nous ont permis en tout cas de pouvoir supporter toutes les charges logistiques et afférentes à cet événement. Et nous pensons d'ici dans quelques jours pouvoir faire un rapport des résolutions qui sont sorties de cet événement pour aller le présenter. C'est par la visite de stands et des photos de famille que s'est clôturée la première édition de Ferrit 2025 dans une ambiance conviviale. La Fondation Marie-France Kaunga a pris part à la soirée des galas organisée au chapiteau d'IGB dans la commune de Kintambo dans le but d'accompagner les femmes restauratrices des masses communément appelées Maman Malewa. C'était une occasion pour Marie-France Kaunga de soutenir ces femmes ayant bénéficié d'une formation dans les secteurs culinaires pendant plusieurs mois. Bosco Kabamba, une fois des pièces avec Chrétien Gaëmé. Après avoir suivi durant le mois la formation dans plusieurs domaines, notamment l'entrepreneuriat, l'hygiène, la communication, la gestion financière, à présent, il est question de couronner les efforts de Maman Malewa par des prix. Sur ce, une soirée de gala dénommée Matissa Niveau a été organisée à l'intention de plus de 60 mamans restauratrices de masse communément appelées Maman Malewa de la commune de Barumbu. Nenette Massangi, coordonnatrice de l'ASBEL Appel DD et l'initiatrice de ces projets, a circonscrit l'événement en ces termes. Nous avions ciblé les mamans Malewa parce que c'était aussi pour répondre à un besoin d'assainissement de nos rues de Kinshasa. Et comme ces femmes cuisinent parfois dans l'insalubrité, donc on a pensé que si on les encadrait, on les installait dans les cuisines de collectivité, on aurait au moins répondu à ce besoin-là. Ayant été une actrice majeure dans ces projets, Marie-France Kaunga, coordonnatrice de la fondation portant son nom, a encouragé les mamans restauratrices de masse d'être les femmes battantes. Oui, sont un exemple, ma femme entrepreneur du Congo. Nous sommes des modèles dans le domaine entrepreneurial dans ce pays. Nous avons commencé avec un faible début et voilà aujourd'hui, nous sommes des millionnaires. Il ne faut pas attendre que l'exemple vienne des autorités. Nous tous, là où nous sommes, pouvons arriver à faire quelque chose. Ma société a commencé comme une ONG en 2006. À l'époque, quel âge avais-je? J'ai eu cette idée de créer mon ONG pour assister les filles mères. J'ai eu cette idée-là, il y a créé ONG Nangai. ONG Nangai est basé sur quoi? Soutenir les filles mères. Pour lier l'utile à l'agréable, des kits ont été remis aux femmes bénéficiaires comme une valeur de plus dans leurs activités. Comme cela ne suffisait pas, Marie-France Kaunga, dans son sens humanisme, a donné des pagnes wax hollandaises aux Maman Malewa. Les gestes posés par Marie-France Kaunga n'a pas laissé indifférentes les bénéficiaires. Nous remercions Maman Marie-France qu'elle ne nous abandonne pas. Elle est maman comme nous. Maman Marie-France nous a donné des pagnes wax et nous sommes remplis de joie pour notre propriété. Il faudrait noter que la formation de Maman Malewa a connu l'appui financier et technique de l'Agence nationale pour la promotion des investissements en appui en sigle du ministère de l'économie nationale et d'autres partenaires. Les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa restent un casse-tête pour les Kinois. Certains compatriotes, dont Djetan Bouloki, coordonnateur de la SBL Grand Massina, dans leur action dénommée Soyez citoyens, proposent aux autorités de supprimer certains arrêts afin de réguler la circulation sur les artères de Kinshasa. Reportage. Nous sommes venus ici dans le cadre d'une activité que nous avons dénommée Action Zala Citoyen. Première partie, c'est contre les embouteillages parce que ça nous détruit, ça nous prend du temps, de l'économie, de la santé. Alors, nous avons demandé aux autorités de supprimer quelques arrêts. Mais dans notre entendement, nous pensons que l'arrêt quartier 1, c'est la tête du serpent, donc la tête de ces embouteillages. Donc il fallait poser un acte ici. On a d'abord commencé par sensibiliser la population avec des tracts et les chauffeurs, en particulier de DC7, donc de transport en commun, et la population qui se pointe partout, qui crée
partout des arrêts, alors que ça dérange sa vie. Nous les avons sensibilisés et nous avons chuté ici pour en fait présenter ou mettre ces dispositifs, parce que nous avons fait fabriquer des panneaux de signalisation que nous avons pu mis en place. Et on a travaillé avec les policiers que nous avons trouvés pour que la sécurité de ces histoires-là leur revienne. Nous avons fait notre part en tant que citoyens. Voilà en gros, nous pensons que nous allons continuer les démarches pour faire pression sur les services habilités, de sorte à continuer à travailler dans ce sens-là pour que la population finalement trouve quand même un peu de paix. Merci. Je vous remercie. Prenons cette information en bref. Le ministère provincial de l'Éducation, Genre et Famille a exprimé ce jeudi sa ferme condamnation des violences et traitements dégradants infligés à Madame Honorine Porche par certains éléments des forces de l'ordre lors de son arrestation. Tout en reconnaissant le fait ayant conduit à son interpellation, le ministère souligne que ces pratiques sont incompatibles avec l'état de droit, atteignent la dignité humaine et portent atteinte à la crédibilité des forces de sécurité. Le communiqué rappelle également les engagements internationaux de la RDC en matière des droits humains et des protections des femmes, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme et le protocole des Maputo. Le ministère a exprimé sa solidarité avec la victime et a demandé l'ouverture rapide d'un procès devant les juridictions militaires compétentes. Enfin, il a lancé un appel au respect des droits humains lors de toutes les interventions sécuritaires, conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qualifié des champions de la masculinité positive. Et pour finir, en dehors de nos frontières, Vance, vice-président des États-Unis, a exprimé ce jeudi son opposition au vote du Parlement israélien sur l'annexion de la Cisjordanie. Il a qualifié cette décision des manœuvres politiques stupides. Le point avec Edouard Chama. Sur les tarmacs de l'aéroport de Tel Aviv, avant son départ, à l'issue d'une visite officielle en Israël cette semaine, le vice-président américain Vance a vivement réagi au projet israélien visant à annexer la Cisjordanie, le qualifiant des manœuvres politiques très stupides. Un projet de loi destiné à étendre les droits israéliens à la Cisjordanie occupée a enfin obtenu, mercredi 22 octobre 2025, une approbation préliminaire au Parlement israélien, la Knesset. Personnellement, cela me semble insultant, a déclaré le vice-président, rappelant que la politique de l'administration Trump est que la Cisjordanie ne sera pas annexée par Israël. Durant son séjour, Vance a rencontré plusieurs responsabilités militaires et politiques israéliens. Il a également annoncé la création d'un centre de coordination civilo-militaire dans le sud d'Israël où environ 200 soldats américains collaboreront avec l'armée israélienne et des délégations étrangères pour planifier la stabilisation et la reconstruction de Gaza. Alors que sa visite touchait à sa fin, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a, de son côté, annoncé son prochain déplacement en Israël afin d'apporter son soutien à l'accord de cessez-le-feu négocié par les États-Unis entre Israël et le Hamas. Voilà qui s'achève cette édition du journal. Merci à Erti Mutombo qui m'a fait parvenir dans vos maisons. Mohamed Fazili était là pour la prise de vue et Bosco Kabamba était là pour la supervision, mesdames, messieurs. Merci de rester fidèles à votre première chaîne au cœur des investigations.